10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Invité le ministre des Affaires étrangères, bienvenue Jean-Marc Ayrault. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de participer à ce grand rendez-vous qui est exceptionnel. Un jour pas comme les autres. Un 13 novembre d'émotions qui nous submergent. Un 13 novembre de recueillement, de souvenirs et de pèlerinage. Et ce grand rendez-vous est enregistré ce dimanche matin, 1 heure à peine avant sa diffusion, pour vous permettre de vous joindre aux hommages rendus aux victimes et à leurs proches et à leurs familles. Les Français ont trouvé en eux apparemment l'énergie pour recommencer à vivre. Ils le montrent. Ils savent aussi qu'à tout moment, le pire peut à nouveau survenir. Ils regardent désormais le monde de manière différente. La guerre leur est faite par un ennemi qui est invisible, qui est barbare, qui est présent même sur le territoire national. Ils aspirent à la sécurité et ils démontrent qu'ils savent résister. Vous nous donnerez, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, à Nicolas Barré, des Échos, à Michael Darmon d'ITélé, votre jugement sur les bouleversements que provoque l'élection inattendue de Donald Trump à la Maison-Blanche. Une élection qui chamboule déjà bien des habitudes, des conforts, des alliances et peut-être même l'ordre mondial. La première question vous est posée par Nicolas Barré. Jean-Marc Ayrault, le Bataclan revit. Et puis, d'une certaine manière, toute la France était au Bataclan hier. Vous y voyez quoi? Vous y voyez un pays qui résiste ou un pays qui a peur? C'est un pays inquiet parce qu'il y a une menace, mais c'est un pays qui résiste, qui ne renonce pas. Ce concert avec Sting au Bataclan était un symbole, je crois, de ce refus de ce que l'on veut nous imposer, c'est-à-dire de renoncer à ce que nous sommes, à notre mode de vie, à notre organisation en société. Et d'ailleurs, les attentats du 13 novembre, c'était exactement ça. C'était organisé, certainement planifié, très professionnel. Et l'enquête en cours nous montrera d'où vient l'organisation. Et on progresse, l'enquête progresse. De quelle façon? Elle progresse grâce en particulier à une coopération très intense, en particulier avec la Belgique, mais aussi avec beaucoup d'autres pays, de centres de renseignement. Puis nous savons que la bataille que nous menons dans le cadre de la coalition internationale, qu'elle soit en Irak ou qu'elle soit en Syrie, en particulier le centre qu'est Mossoul et l'autre centre qu'est Raqqa, c'est indispensable de démanteler ça. Est-ce qu'il est vrai que, d'après les enquêtes, que ceux qui ont commis les crimes sont arrivés quelquefois en Europe avec les migrants qui sont passés par différents moyens jusqu'aux attentats? Mais il faut tout surveiller, il faut surveiller nos frontières. Ce que nous faisons de plus en plus au niveau européen, puisqu'il y a l'obligation de contrôler les entrées, et nous avons décidé dernièrement d'aller très vite, de rattraper en quelque sorte du temps perdu. Je pense en particulier à Schengen, mais la France a demandé de bénéficier par exemple de contrôles supplémentaires aux frontières. Nous arrivons à l'échéance, la France va le redemander. Je pense qu'il ne faut avoir aucune naïveté, il faut faire preuve de la plus grande vigilance. Mais ça veut dire à la fois une organisation policière de plus en plus performante. Nous avons fait voter des lois antiterroristes, des lois renseignement, recruter beaucoup de personnel et à tous les niveaux. Et puis, il faut aussi coopérer avec les autres. Donc, il faut mener la bataille sur tous les fronts. Justement, Jean-Marc Ayrault, vous dites... Si nous avançons si vite dans l'enquête, c'est parce qu'il y a une très grande coopération. Et alors justement, vous dites les Français ne renoncent pas, l'enquête progresse. Et pourtant, la menace est toujours là. On a même le Premier ministre qui dit le terrorisme frappera encore. Mais il peut encore frapper. Je constate que la coalition internationale dont nous faisons partie, que ce soit en Irak ou en Syrie, progresse. Le système Daesh, système de pseudo-État islamique, est ébranlé, était concentré à Mossoul et à Raqqa. Il est aussi présent à Sirte en Libye. Et puis, il est diffusé un peu partout, et avec ses relais internationaux. Nous progressons. Est-ce que ça veut dire que les pertes infligées à l'État islamique sur le terrain peuvent avoir des conséquences ici, augmenter les actes criminels en Europe et même en France? On ne peut pas dire tout et son contraire. Il faut aller au cœur du système. Et le cœur du système était concentré à Mossoul, et il l'est encore, et à Raqqa. Je me réjouis d'ailleurs que la coalition ait commencé à préparer une attaque contre Raqqa, parce que le risque, c'est qu'on fasse tomber Mossoul, mais que les forces se reconstituent à Raqqa en Syrie. Oui, donc c'est ce qui est en train de se faire. C'est essentiel. Mais si on reste quelques instants encore sur le territoire national, les Français ont conscience... Mossoul, les Français, si on reste quelques instants encore sur le territoire national, les Français ont conscience
que cette menace est toujours là, ils ont changé également, ils s'adaptent, ils acceptent attentifs, quelque part la menace. Ils sont plus attentifs, ils sont plus prudents. Ils attendent que l'État les protège, et c'est parfaitement légitime. Mais en même temps, ils ne veulent pas renoncer à ce que nous sommes. Et je voudrais juste revenir un instant sur ces cérémonies du 13. Je dis cérémonie, je ne sais pas quel mot trouver. Moment de recueillement, moment de fraternité, moment de solidarité de ce jour. Vous avez remarqué que ce sont des cérémonies très sobres. Inauguration de plaques. Pas de parole. Des Pas de gerbes, discours. des minutes de silence. Je me rendrai après cette émission au Bataclan. Pourquoi ? Parce que c'est aussi ce qu'ont souhaité les familles des victimes, les nombreuses associations, celles qui viennent en soutien. Et je pense qu'il faut y voir aussi un symbole. C'est pour que ces plaques qui vont rester nous rappellent dans la durée ce qui s'est passé, qu'on n'oublie jamais. Et ça me fait penser à ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque le peuple de Paris s'est soulevé contre les nazis pour se libérer en 1944. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Vous avez chaque année, parfois une simple fleur, une rose qui est mise là sur la plaque, souvent de jeunes gens qui se sont levés contre le nazisme. Et ce qui veut dire qu'on n'oublie pas. Et moi, je souhaite que notre pays n'oublie jamais ce qui s'est passé contre lui. C'est indispensable. Et puis, par ailleurs, il faut aider les victimes. Et aider les victimes, je rappelle qu'il y avait 27 nationalités ou binationaux qui étaient concernés dans les attentats du 13 novembre. Mais comme il y en avait 19 aux attentats de Nice, donc c'est pas seulement la France qui est touchée, c'est toute une société, tout un mode de vie, c'est toute une démocratie que l'on veut mettre à mal. C'est d'avoir des Français contre des Français sur le territoire national. Certains voudraient ça. Ouais, Daesh a tué, a blessé, et non seulement blessé physiquement, mais a blessé des hommes et des femmes dans leur cœur, et qui vont porter ça pendant des années, d'où l'importance de les accompagner. Bien sûr de les indemniser, mais aussi de les aider. Et aider, ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, ce n'est pas seulement les services publics, c'est tout l'élan de solidarité, de fraternité des Français. Donc comme une journée comme aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est bien. On y participe tous et on a tous, à l'image, tant de citoyens innocents, les visages qui défilent devant nous. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'état d'urgence soit prolongé jusqu'à l'élection présidentielle ? Si la menace est là, vous savez, je participe chaque semaine au Conseil de défense et de sécurité, sous la présidence de François Hollande. Donc nous faisons le point chaque semaine. Donc vous savez l'état de la menace. La menace est toujours là, et donc nous aurons à prendre une décision. Si on prolonge ou si on ne prolonge pas. Elle est toujours aussi intense qu'il y a un an, cette menace ? Écoutez, il y a beaucoup de menaces, d'attentats qui sont déjouées, il faut bien le dire. On n'a pas non plus d'informations à donner quotidiennement sur toute l'action de la police ou des services de renseignement, mais je peux vous dire qu'il y a une menace. Et le fait que Daesh recule, soit ébranlé dans son fief et dans son organisation centrale, aussi bien en Irak qu'en Syrie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une diffusion. Vous avez remarqué vous êtes favorable au maintien de l'état d'urgence jusqu'à l'élection présidentielle. Vous, protéger, oui, mais bien sûr, si c'est une mesure complémentaire pour assurer la sécurité des Français, je n'ai absolument aucun doute. Mais cette décision sera prise dans le cadre des instances qui sont faites pour ça, c'est-à-dire le Conseil de sécurité et Conseil de défense et de sécurité. On peut penser que si c'est prolongé, ce sera le gouvernement qui suivra les élections présidentielles et législatives, qu'il soit de gauche ou de droite, qui lèvera, s'il le veut, l'état d'urgence. Mais d'ici là, il y aura pour la protection des Français. L'état d'urgence ne fait pas tout, c'est un complément à tout ce qui est fait. Très bien. Mais je voudrais vous dire quelque chose à propos de la protection des Français. Moi, j'ai été Premier ministre en 2012. Et la première loi antiterroriste a été votée en 2012. Je me souviens de discussions que j'avais chaque semaine avec le ministre de l'Intérieur, à l'époque Manuel Valls. Dès le début, nous nous sommes posé la question de comment nous protéger davantage, comment réorganiser nos services de police. Par exemple, la Direction générale de la sécurité intérieure, elle n'existait pas. Elle a été créée à partir de constats que nous avons faits. Je prends un autre exemple. Lorsque la DCRI a été créée sous Nicolas Sarkozy, on a vu un affaiblissement de ce qu'on appelle les renseignements généraux, le renseignement de terrain, le renseignement humain. Dès le début, nous nous sommes dit qu'il faut absolument reconstituer quelque chose. Et nous étions partis d'un constat, c'est ce qui s'était passé au moment de l'affaire Mera. Vous vous souvenez, c'était juste avant l'élection présidentielle. Terrible épreuve, certains ont parlé de loup solitaire. Et on s'est dit que c'était certainement plus compliqué que ça et qu'il fallait aller chercher au fond. Et donc on a reconstitué ce qu'on appelle une direction du renseignement territorial. Et la droite considère que vous n'avez pas tout fait, que le danger demeure. Jean-Pierre Elkabbach, je vais vous dire quelque chose. Je n'irai pas sur ce terrain de la polémique avec la droite parce que je constate une chose. Ce n'est pas seulement parce qu'elle est primaire. C'est que c'est toujours la surenchère. C'est toujours faire plus, faire plus, faire plus
mais sans solution concrète. Par contre, ce que je sais, et là, on peut être sincère et honnête pour le reconnaître, c'est que ceux qui proclament ça et ceux qui ont gouverné avant nous, et en particulier Nicolas Sarkozy, ils ont supprimé 13 000 postes de policiers. Il faudra m'expliquer pourquoi. Hein. Je ne dis pas que ça fait tout le nombre de postes de policiers, mais quand vous en avez 13 000 en moins, je peux vous dire que la tâche, il consiste à remettre les choses à plat, à remettre les choses en marche, à remettre les choses en ordre, Nicolas et se donner les moyens. Monsieur Ça demande Ayrault, beaucoup d'efforts. Et les efforts, nous les faisons. Parce que nous les devons aux Français. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, dans ce cas-là, rétablir plus tôt les contrôles aux frontières, ce qui n'a été fait qu'après l'attentat du Bataclan? Le contrôle aux frontières. Les Ce que vous avez fait depuis. C'est une chose. Mais il y a beaucoup de contrôles. Parce que nous avons renforcé l'ensemble des dispositifs. Il n'y a pas, dans des circonstances aussi exceptionnelles, tout le monde va monter le dispositif au plus haut possible. Mais ça ne suffit pas. Je prenais l'exemple des faux papiers. Il y a des faux papiers. Et donc, il faut lutter contre la falsification des papiers. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en France, ce qu'on appelle le fichier que Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a proposé, qui fait l'objet d'un décret, ce n'est pas pour objet de mettre en place un grand fichier de police qui contrôlerait tout le monde, mais c'est simplement pour que ce soit plus facile d'obtenir un passeport et une carte d'identité, d'une part, mais c'est aussi pour éviter la falsification, pour être sûr qu'on ne distribue pas de faux papiers. Contre Daesh à Mossoul et Raqqa. Est-ce que le chef, l'inspirateur de la guerre et des crimes, c'est-à-dire El-Baghdadi, il doit être, dans la mission que vous essayez de donner aux gens qui sont sur place, il doit être arrêté pour un procès ou traité comme Ben Laden? Je pense qu'il ne faut pas... C'est pas la question aujourd'hui. La question aujourd'hui, c'est de détruire le cœur du système. Mais ce n'est pas un symbole de la destruction de la Qu'est-ce que vous en faites? Si nous pouvons arrêter des responsables, et bien évidemment, il faudra qu'ils soient jugés. Arrêtés, oui. Mais pour l'instant, il s'agit d'une bataille pour détruire l'organisation qui est implantée là-bas. Vous avez vu une chose, c'est que les efforts qui sont faits de coopération, vous avez parlé de contrôle aux frontières, mais ce n'est pas seulement un problème de contrôle aux frontières. La coopération entre pays fait qu'aujourd'hui, le nombre de radicalisés qui veulent rejoindre les terrains de lutte de Daesh, aussi bien en Syrie qu'en Irak, a très fortement diminué. Et que ceux qui veulent rentrer sont systématiquement arrêtés. On va le voir tout à l'heure, ça nous rend prisonniers ou coincés à l'égard de M. Erdogan et de la Turquie. Parce que oui, enfin la coopération n'est pas qu'avec la Turquie. On en parlera tout à l'heure. Elle est avec les États-Unis, elle est avec les Allemands, elle est avec les Britanniques. J'étais en Afrique, elle est aussi avec les pays africains. Elle est avec l'Algérie. Vous êtes rentré d'Afrique hier soir, merci d'être là. Puisque vous parlez justement de coordination, est-ce que vous êtes assuré aujourd'hui, vu l'état des premiers contacts que vous avez, que la coalition qui mène la bataille sur le terrain sera maintenue avec les Américains d'ici janvier, ou à partir de janvier? Il le faut. Quand Trump aura pris les commandes. Mais il faut qu'il n'y ait aucune interruption dans cette coalition. La France fait partie de cette coalition. Est-ce que vous avez des signaux qui vous le confirment? Avant-hier, le président de la République a eu un échange avec Donald Trump, le nouveau président des États-Unis. En 7-8 minutes, c'était un premier contact. Ils n'ont pas pu tout aborder. Il y a une chose qui a été abordée, c'est la lutte contre le terrorisme. Et là, le président Hollande a eu le sentiment que c'était un des points sur lesquels Donald Trump semblait le plus engagé. Pour Donald Trump, l'ennemi numéro 1 et absolu reste l'État islamique. Écoutez, un président quel qu'il soit, quelle que soit sa sensibilité politique, qu'il soit démocrate ou républicain, en l'occurrence c'est Donald Trump, s'il défend les intérêts de son pays d'abord, mais aussi s'il joue son rôle de président d'une grande nation, on ne peut pas se poser la question, est-ce que je continue la lutte contre le terrorisme? Donc, au moins sur ce point, les choses me semblent claires. Est-ce que vous nous dites ce matin que vous avez presque la certitude que les États-Unis, avec Donald Trump, à partir de janvier, quand il sera président, vont poursuivre leur croisade militaire contre l'État islamique, qui seront là dans la coalition, qui ne diront pas on rentre les troupes, on se désengage? Je ne pense pas que les États-Unis abandonneront la lutte contre le terrorisme, parce que c'est à la fois leur intérêt, c'est l'intérêt de la communauté internationale, et ça c'est clair, nous devons le rappeler sans cesse. On ne peut pas laisser prospérer comme ça ces groupes qui peuvent détruire nos sociétés. Après, ça veut dire qu'il faut continuer à discuter avec Donald Trump. Il y a encore toute une liste de questions. On va en parler dans un instant. Mais qu'est-ce que vous dites, vous, ce matin, Jean-Marc Ayrault, à ceux qui croient que Bachar el-Assad a obtenu, grâce à cette élection, un sursis à son pouvoir à Damas et qui peut dormir tranquille? Écoutez, sur les victimes, il y a une question. Les ruines et les morts. Soyons précis sur ce point. Certains voudraient qu'on choisisse entre Daesh ou Bachar el-Assad.
comme si Bachar el-Assad était le champion de la lutte antiterroriste. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe en Syrie? C'est un président, Bachar el-Assad en l'occurrence, qui bombarde son propre peuple. Je vous rappelle quand même quelle est la conséquence. Il y a non seulement le siège d'Alep, la volonté de détruire Alep, de prendre Alep, avec le soutien russe et iranien, mais la conséquence de cette guerre intérieure, soi-disant contre le terrorisme, il y a des groupes terroristes qui combattent Assad, mais la majorité des Syriens, où est-ce qu'ils sont les Syriens aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux? Ils sont à l'extérieur du pays, où ils sont déplacés à l'intérieur de la Syrie, parce que là où ils vivaient, ils sont bombardés. C'est 10 millions. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de solution militaire en Syrie. La solution doit être politique. Et donc actuellement, on est rentré dans une logique de guerre totale contre une partie des Syriens, et notamment symbolisée par la volonté de prendre Alep. Mais qu'est-ce qui se passe après, si Alep tombe? Est-ce que la paix va régner en Syrie? Non, c'est une sorte d'atout qui est donné aux terroristes pour continuer à radicaliser une partie des opposants à Bachar el-Assad. Donc moi, je souhaite que la communauté internationale, dont cette question va être posée aussi au nouveau président américain, avec les Russes, avec les Iraniens, avec tous les partenaires de la communauté internationale, se disent, bon, on arrête de bombarder, on fait en sorte que l'aide humanitaire arrive, puis on reprend la table des négociations, parce qu'il n'y a pas d'autre issue possible. Sinon, on aura une Syrie utile, contrôlée par Bachar el-Assad et soutien russe. De l'autre côté, on aura une sorte de Daesh-Stan qui continuera de prospérer, parce que la frustration aura radicalisé une partie de la population syrienne. Et qu'est-ce que ça changera à la fin? Ce que nous voulons, c'est la paix. Et aujourd'hui, notre but, c'est non seulement de détruire les sanctuaires de Daesh à Raqqa et en Irak, mais c'est après la bataille. Et c'est pour ça que la France a pris l'initiative d'une réunion sur l'Irak. Et veut le faire aussi sur Raqqa. Quelle solution politique? Par les États-Unis et par les Américains. Eh bien, ça fait partie des points importants à discuter. On se retrouve dans un instant avec vous, Jean-Marc Ayrault. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Et surtout, inviter le ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Merci d'être là, 13 novembre. Et on sait ce que représente aujourd'hui ce 13 novembre. Question de Michaël Darmon. La ministre des Affaires européennes, Mogherini, organise un dîner aujourd'hui pour parler de l'élection de Donald Trump. Vous n'y êtes pas. Pourquoi? Écoutez, la réunion du Conseil du ministère des Affaires étrangères a lieu demain, lundi. La vraie. Et la réunion. La vraie. La vraie discussion. Non, la réunion. Il n'y a pas de réunion ce soir. Pour ceux qui arrivent la veille, Federica Mogherini, qui est la haute représentante pour la sécurité et la politique extérieure, a proposé que ceux qui pouvaient viennent pour un dîner informel, une espèce d'échange. C'est pas un dîner de crise. Non, c'est pas un dîner de crise, c'est pas un dîner de décision. Moi, je ne peux pas y aller à ce dîner. J'y serais allé volontiers parce que c'est toujours intéressant de discuter de façon informelle. Je serai demain matin à Paris, avant de me rendre à Bruxelles, pour rencontrer le nouveau secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et c'est très important. On a eu du mal à trouver la date. Je tiens absolument à le voir. On a beaucoup de sujets à l'ordre du jour qui sont en lien. Les décisions, c'est demain matin à Bruxelles. Alors, je pars ensuite à Bruxelles pour la réunion des ministres des Affaires étrangères qui se réunissent mensuellement, qui sera suivie d'une autre réunion qui est très importante. C'est tout à fait l'actualité d'ailleurs, y compris après les élections américaines. C'est une réunion commune des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Et puis je reste à Bruxelles. Vous retrouverez avec Jean-Yves Le Drian et tous les ministres de la Défense. Absolument, donc ça va être vraiment très important pour l'avenir de l'Europe. C'est là que ça va se jouer. Et puis ensuite, les chefs d'État et de gouvernement, en décembre, vont reprendre la suite de ce que nous aurons dit. Et puis je reste... En décembre? Oui, au Conseil européen. C'est bientôt, c'est dans quelques jours. Et ensuite, mardi matin, je reste à Bruxelles, où je rencontrerai mon collègue belge Didier Reynders, et puis je rencontrerai aussi Jean-Claude Juncker, donc on fera un large tour d'horizon. Donc je ne suis pas absent. Au contraire, le 1er décembre, je suis à Berlin et j'aurai une discussion très utile avec Steinmeier pour parler justement de la suite. Du désarroi de l'Europe, toutes ces réunions. Mais écoutez, arrêtons de parler de désarroi, de tout ça, et je ne comprends pas pourquoi les gens sont en train de s'agiter. Je lis des papiers d'ailleurs assez étonnants. Est-ce que ce n'est pas justement l'occasion pour l'Europe de se ressaisir et de se dire nous avons enfin... Donald Trump. Bon, mais vous m'interrompez là, Jean-Pierre Cabache. Mais c'est vrai. C'est une affaire sérieuse. Heureusement qu'il est là pour doper les Français et les Européens. Bon, nous avons besoin de faire face à de nouveaux défis, de nouvelles menaces, de nouveaux risques. Et il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il ne faut pas être trop rapide dans les conclusions. Vous savez observer ce que le président Obama a fait, a décidé.
il y a une évolution stratégique où il prend en compte, pour les États-Unis, la nouvelle donne, en quelque sorte, du monde asiatique et en particulier sa relation avec la Chine. Et donc ça a été commencé avec Obama qui, peu à peu, dit aux Européens, écoutez, je ne vous abandonne pas, là, les États-Unis ne vous abandonnent pas, mais vous avez votre part à prendre. Et donc, ce message, il est clair. Il a été prononcé par Barack Obama dans un discours à Hanovre, juste avant les décisions du peuple britannique de sortir de l'Europe. Et c'était un message à la fois de confiance dans l'Europe, mais en même temps de leur dire, nous restons ensemble dans l'OTAN, ça c'est clair, nous sommes solidaires, c'est l'Alliance Atlantique. Ça, c'était Obama. Mais en même temps, vous avez votre part à faire. Et moi, je suis d'accord avec Donald ça. Trump Et n'est pas jamais exactement sur la même ligne, ça, vous le savez très bien. autant on a discuté défense Donald Trump n'est pas entre tout à fait Européens. sur la même ligne, vous savez Non, très il bien. n'est Il pas a tout à parlé fait de sur la retrait même de l'OTAN. Alors, Ça, justement, je il y a le eu un appel téléphonique, une Alors, conversation téléphonique entre le président de la République, vous l'avez dit tout Ils à ne l'heure. sont pas abordés les questions de fond, à Non, part la lutte non. contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme, il faut le confirmer. Est-ce qu'il a été question de l'accord de la COP 21 au moment où à Marrakech, il y a la COP 22? Le président a listé un certain nombre de sujets. Il a été convenu qu'il en serait rediscuté. Ça ne pouvait pas se faire en 7-8 minutes. Ce qui était important, c'est qu'il se contacte. Et moi, mes équipes, les équipes du Quai d'Orsay, ont déjà pris des contacts avec les équipes de Hillary Clinton et de Donald Trump avant l'élection. Mais dès la semaine prochaine, j'aurai un de mes représentants qui ira à Washington pour discuter d'un certain nombre de sujets avec les futures équipes. Mais ça ne va pas se faire en quelques jours. Oui. Vous savez que, vous savez que le système... Vous savez qu'avec... J'y reviens, mais vous savez qu'avec le système américain, il y a un changement d'équipe et le nouveau président, a 4000 personnes à nommer. Il va prendre ses fonctions le 20 janvier. Donc tout ça, ça prend un peu de temps. Est-ce que vous souhaitez, Jean-Marc Ayrault, que le président de la République, François Hollande, rencontre avant janvier Donald Trump? Est-ce que ce serait utile? Eh bien... Peut-être, mais ce qui est utile aujourd'hui, puisque vous m'avez posé la question, puis après on part sur d'autres choses et on oublie la question posée. La question posée, c'est que peuvent faire les Européens aujourd'hui? Plus que jamais, l'Europe doit affirmer son rôle. Si on veut protéger les Européens, si on veut rassurer les Européens, y compris ceux qui doutent du projet européen. Moi, je dis maintenant, décidons en particulier de renforcer notre capacité d'autonomie stratégique en matière de défense, d'organiser notre industrie de défense. Elle n'est seule à le dire. Est-ce que les Allemands suivent? Elle n'est pas seule à le dire. Maintenant, les Anglais vont être avec le Brexit. Vous avez oublié, je vais vous donner deux détails que vous avez oubliés. Au moment du Brexit, mon collègue allemand Steinmeier et moi-même, nous avons publié un papier sur l'avenir de l'Europe dans lequel nous parlons de la défense. Et puis Ursula von der Leyen, la ministre de la Défense allemande, et Jean-Yves Le Drian ont publié aussi un projet. Et quelle est la base des discussions à l'heure actuelle entre les 28, avec la difficulté britannique, mais qui veulent sortir? C'est que la question de la défense n'a jamais été autant à l'ordre du jour. Et quand je rencontre les Polonais qui ont pris une décision malencontreuse de commander des hélicoptères aux États-Unis, plutôt que de travailler la carte européenne, je crois qu'aujourd'hui, le moment est venu. Les conditions sont réunies pour qu'on se dise, nous les Européens, qu'est-ce qu'on fait davantage ensemble? Justement, quand Donald Trump dit « je souhaite que les États-Unis se retirent de l'OTAN », il finance 70% de l'OTAN. Ça, c'est un autre sujet. Comment fait-on? Quelle est la réponse? C'est un autre sujet. Soyons clairs que, bien sûr qu'il faut préserver l'OTAN. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il y a eu un sommet de l'OTAN à Varsovie, qui a pris des décisions très claires, où étaient présents l'ensemble des membres de l'Alliance Atlantique, dont la France, mais les États-Unis aussi. Donc ça, c'est la base. Ce que j'ai lu et ce que j'ai cru comprendre de ce que voulait Donald Trump, c'est qu'il considérait qu'il payait trop à l'OTAN et que les membres de l'OTAN ne payaient pas assez leur part. Ça, c'est un premier point. Mais par contre, une fois cette question réglée, qui paie quoi? J'imagine pas les États-Unis se désengager de l'Alliance Atlantique. Mais en tout cas, on posera la question à Donald Trump, on aura la réponse. Mais ça n'a pas de conséquences sur une... pas, en fait, vous ne savez pas. Ça me paraît invraisemblable. Mais ce qui est important, c'est que les Européens se dotent d'une autonomie stratégique sur le plan de la défense. Et ça, c'est à l'ordre du jour. Vous pensez que ça fait des progrès? Absolument. Là. Et qu'ils aient aussi une politique industrielle pour ne pas défendre de la technologie américaine. C'est ça la construction d'Europe. Et ça donne des perspectives industrielles, des perspectives d'emploi, des perspectives aussi de plus grande sécurité. Pour l'anecdote. C'est comme la protection des frontières. Très bien, attendez. Nous avons pris des mesures, il faut aller dans le même sens. Quand vous avez appris l'élection de Donald Trump? Moi, je l'ai appris comme tout le monde. Dans la nuit? Oui, ça ne m'a pas empêché de dormir. Hein. Je n'ai pas passé une nuit blanche.
Simplement vers 5 heures du Vous matin. nous écoutez toute la nuit sur Oui, mais Europe 1, oui. Mais vous avez été surpris ou pas? Écoutez, beaucoup moins que vous ne l'imaginez. Ce n'est pas la sidération. Je veux dire pourquoi. Je me suis rendu assez souvent aux États-Unis ces derniers temps, dans le cadre de mes fonctions. J'ai discuté avec beaucoup de monde. Pourquoi il a gagné? Et, je pense qu'il était en train de se passer quelque chose. D'abord, Hillary Clinton avait des difficultés dans sa campagne, des difficultés de tous ordres. Hein. Et puis, je pense que nous avons sous-estimé, vu de loin, les débats qui pouvaient avoir lieu dans la société américaine, notamment concernant le fait qu'une partie de la population américaine, malgré le plein emploi, était hors du jeu, hein, avec beaucoup de précarité. Nous avons sous-estimé que la crise de 2008 a laissé des traces extrêmement profondes et que notre système, nous, en particulier en France, avec la sécurité sociale, avec nos systèmes de santé, de retraite, système d'assurance chômage, même s'il a des défauts, il est beaucoup plus protecteur que ce qui existe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une extrême brutalité. Regardez, malgré Obama, il y a des enseignements en France. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de souffrance sociale en France, bien entendu. Mais il y en a. Il y a des gens qui soient les perdants de l'économie d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il y en a. Simplement, les États-Unis, c'est d'une brutalité inouïe. Il y a ces images que nous ne voyons pas assez de ces milliers de logements, de gens qui avaient payé avec des prêts, les fameux subprimes, et qui ont été obligés de laisser tomber leurs maisons, qui sont devenues d'ailleurs des ruines. Ça, c'est une réalité douloureuse. Et il y a autre chose que vous avez oublié. Vous avez oublié Barack quelque Obama, chose. avec tout ce qu'il a représenté, vous dites au fond 8 ans et ça aboutit à cet échec. Je dirais pas ça. Je dirais simplement que le modèle tel qu'il est organisé, à l'évidence, les Américains souhaitent qu'il y ait un certain nombre de réformes. Ce qui a été oublié également, c'est que les primaires américaines, qui sont partie de la tradition politique américaine, c'est qu'il y a eu, dans le camp démocrate, une vive compétition. Et qu'elle a été menée par Bernie Sanders, bon, pour certains, beaucoup sans doute un inconnu, même aux États-Unis, et qui a fait une campagne absolument incroyable, avec des petits moyens, et qui a secoué, en quelque sorte, la candidature d'Hillary Clinton jusqu'au bout de son investiture. Mais qu'est-ce qu'il a pointé? Et moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec notamment des étudiants américains. Je prends cet exemple. Il pointait le fait que pour faire des études aux États-Unis, il faut s'endetter toute sa vie. J'ai discuté avec des jeunes qui me disaient moi, je choisis telle option, non pas parce que c'est celle que je préfère, c'est parce que c'est celle qui m'assurera d'avoir un emploi. Parce que si je prends une option, par exemple, littéraire, sociologique, je risque de ne pas avoir de boulot et je ne pourrai pas rembourser mon prêt. Qui leur donnait des garanties, c'est Donald Trump, ce qui apparemment était le contraire. Non, mais c'est plus compliqué que ça. Ben, bien sûr, c'est plus compliqué. Ce qui est plus compliqué, c'est que moi, écoutez, d'abord, il y a une chose que je voudrais vous dire une fois pour toutes, c'est que les États-Unis, c'est une démocratie, c'est un pays indépendant. Ils choisissent leur président, c'est pas nous qui le choisissons. Moi, je me suis jamais immiscé dans la vie politique intérieure américaine. Je trouve que c'était pas notre rôle. Il y a eu parfois des excès qui ont visé la France. Donald Trump a eu des propos désagréables à l'égard de la France. J'ai été amené à réagir. Il doit pas savoir où est la pour France maintenant, c'est clair, il y a un président, c'est le président des États-Unis. Ça veut dire, monsieur Marquero, pardon, pour ce que vous dites, là c'est important de réagir là-dessus, quand l'ambassadeur de France aux États-Unis dit, à ce moment-là, un monde s'effondre sous nos yeux, c'était une erreur? Écoutez, moi j'ai réagi tout de suite, on m'a posé la question, il faut garder son sang-froid. Hein. Il ne faut pas s'emballer. Donc je ne dis pas autre chose. Je pense que Gérard Araud, c'est très très bien ce que j'en pense. Donc je n'en dirai pas davantage. Oui, on a entendu des bruits sur la ligne entre... Bon, deux, trois choses. Donald Trump a promis de favoriser la réconciliation de l'Amérique avec la Russie. Est-ce que vous lui donnez raison? Est-ce qu'on n'a pas, sous la précédente présidence donc d'Obama, monté un peu un climat qui allait vers la guerre froide avec la Russie, et que paradoxalement c'est Donald Trump qui va calmer, refroidir cette guerre, réchauffer la guerre froide, si je puis dire. On verra. Ce qui compte, c'est effectivement de nous organiser en évitant le retour au nationalisme. Et donc la question, elle est aussi posée à Donald Trump. Quelle sera sa ligne de politique internationale? Il a, dans sa campagne, beaucoup parlé d'une certaine façon qui nous rappelle la tradition isolationniste américaine. Et je pense que autant il a à mettre en œuvre son programme de politique intérieure, politique économique, politique sociale, c'est son affaire. Moi, je n'ai pas de jugement à porter. Il part du constat, et après on verra ce qu'il fait, sa politique de grands travaux, c'est son affaire. Mais par contre, ce qui relève de décisions qui concernent les autres, eh bien, nous avons bien le droit de poser des questions aux Américains. Il n'y a rien d'insultant à ça. Et c'est ce que je fais. Et par exemple,
Vous vous souvenez que lorsque les États-Unis ont décidé unilatéralement, et la France l'a combattu, d'intervenir en Irak, on a vu les conséquences. Et on les paye encore aujourd'hui. Donc il y a des décisions américaines qui peuvent avoir des conséquences sur la marche du monde et sur l'équilibre du monde. Nous avons de plus en plus besoin d'un monde multipolaire, d'un monde organisé, d'un monde régulé. Substantiel, forte. Je vais prendre un exemple. Quand il y a eu des menaces avec la volonté des Iraniens de se doter de l'arme nucléaire, enfin ils ne le disaient pas ouvertement, mais il y avait un risque énorme. La négociation internationale, c'est-à-dire les États-Unis, l'Union européenne, la Russie, l'Allemagne, la France, autour de la table, pendant des mois et des mois et des mois, nous avons négocié. Nous sommes arrivés à un accord. Que Donald Trump veut remettre en cause. Eh bien, c'est important. Il faut reposer la question. Vous lui demandez de ne pas le remettre en accord. Bien entendu. Lorsque pendant des années et des années, il y a la guerre en Colombie et que le président Santos, que j'avais rencontré la première fois en 2012, il commençait ces négociations. Là, il les a repris, il vient de les conclure à nouveau. Plutôt que la guerre, il a choisi la négociation. Mais qui appuie cette négociation? C'est la communauté internationale, c'est-à-dire les Nations Unies et donc les pays qui en sont membres, dont les membres permanents du Conseil de sécurité, dont les États-Unis, mais la France, qui a un rôle particulier à jouer et qui le joue. Et cette négociation a eu lieu à Cuba. Eh bien, ça, c'est la bonne méthode. Il y a d'autres questions. L'accord de Paris. Vous permettez, je vous donne un autre. L'accord de Paris, c'est typiquement la méthode internationale, par la voie de la négociation, dans le cadre des Nations Unies, pour traiter une question fondamentale pour l'avenir de l'humanité, qui est le réchauffement climatique, qui concerne les pays les plus émetteurs, c'est le cas des États-Unis, qui concerne la Chine, qui nous concerne, donc il ne faut surtout pas revenir en arrière. Donc ça fait partie des questions. On peut vous poser une question, et pourtant, la droite, quand on l'entend pendant les primaires, elle estime qu'il peut y avoir une politique alternative, une politique étrangère différente de la vôtre. Mais la politique étrangère de la France, c'est une politique indépendante. Je viens de vous le dire. À la fois, nous sommes des Européens, nous poussons à une Europe plus forte, plus puissante, et qui s'affirme sur la scène internationale, mais en même temps, la France, membre permanent du Conseil de sécurité, agit de façon autonome, indépendante, et là, sa ligne stratégique. Sur ce thème, dernière remarque. Et là, je viens de vous donner plusieurs exemples, ça ne nous empêchera pas de continuer. Barack Obama engage très vite une tournée d'adieu en Europe. Il va en Grèce, symbole avec les migrants, etc. Et en Allemagne. Il ne passe pas par la France, il ne passe pas par l'Angleterre, il ne passe pas par l'Italie. Est-ce que François Hollande va le rencontrer ou est-ce qu'Obama dit ciao, non, mais pas du tout. Il le dit en anglais, sans penser aux Français. Le 18 novembre, le président Obama va rencontrer plusieurs leaders européens, c'est évident. Que la France y sera représentée par son président de la République. Il commence par une visite en Grèce. Il y a à la fois les migrants, mais il y a aussi le courage de ce pays à se battre pour son redressement économique. Qu'il n'a pas aidé en son temps. Oui, mais peut-être que c'est un message. C'est les Européens qui ont plus aidé la Grèce que Barack Obama. Oui, enfin, on ne demande pas aux États-Unis de gérer les affaires de l'Europe, simplement. Oui, mais alors pourquoi il s'en mêle? Il y va. Bon, mais c'est un message aussi de soutien, c'est un message politique. Nous marquons une et donc je le vois comme un message positif. Mais en même temps, j'ajoute un message aussi, moi, aux Européens, et j'ai relu le discours encore récemment de Barack Obama à Hanovre sur l'Europe, c'est un message de confiance et, je dirais presque, d'amour dans le projet européen. Par contre, il dit, c'est vous les Européens qui devez agir pour conforter l'Europe. Et moi, je n'ai pas besoin qu'ils le disent, j'en suis convaincu. Avec vous, Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault. À tout de suite. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé. Invité Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères. Question de Nicolas Barré. On assiste à un tour de vis sans précédent actuellement en Turquie. Des milliers de fonctionnaires sont arrêtés, des magistrats, des journalistes. Un journaliste français d'ailleurs, Olivier Bertrand, a été arrêté vendredi là-bas. D'abord, est-ce que vous avez de ces nouvelles? Et puis plus généralement, est-ce qu'il faut interrompre ou cesser toute négociation avec la Turquie pour l'adhésion à l'Union européenne? Il ne faut surtout pas arrêter de parler avec la Turquie. Ce serait une profonde erreur. Je me suis rendu en Turquie. J'ai parlé aussi un langage de vérité. J'ai vu tout le monde. Ça n'a pas empêché les arrestations de continuer. Mais il y a un désaccord avec ce qui est en train de se passer en Turquie. Qu'est-ce que dit la France? Qu'est-ce que là, dit je l'ai dit, même publiquement, au moment de la conférence de presse commune avec le ministre des Affaires étrangères turc. Je l'ai appelé depuis plusieurs fois. Il y a un journaliste français, Olivier Bertrand, qui est un ancien journaliste de Libération, qui a un site, un blog
qui était en train de faire un reportage à Gaziantep, où je me suis moi-même rendu. Je suis allé à Gaziantep pour visiter un camp de réfugiés géré par les Turcs, dans très bonnes conditions d'ailleurs. C'était à 20 km de la frontière syrienne, c'est pas rien. La Turquie accueille 2 500 000 réfugiés syriens sur son territoire. C'est une charge considérable. Mais en même temps, ce journaliste, qu'est-ce qu'il faisait? Il filmait une école de réfugiés syriens. Il s'est fait arrêter. C'est absolument inadmissible. Il est dans son rôle. Donc il est dans une sorte de centre de rétention. Bien sûr, nous sommes en contact permanent par notre ambassade avec lui. Nous faisons tout pour obtenir sa libération. Vous avez espoir qu'il soit libéré bientôt? J'ai grand espoir, mais la décision, c'est les Turcs. Mais moi, je le dis très clairement. Ce qui se passe là, c'est profondément choquant, inadmissible. Donc nous demandons, la France demande, exige la libération de ce journaliste. Et en même temps, il y a tous les intellectuels, les magistrats, etc. Alors vous avez vu aussi qu'il y a un journal, alors je prononce peut-être mal en turc, comme Cumhuriyet, où on a arrêté la rédaction, le directeur, le dessinateur, etc. Donc là aussi, vous protestez sous prétexte qu'il s'agit d'un journal qui aurait collaboré avec les terroristes, avec le groupe Gülen, etc. Donc moi, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à parler avec la Turquie? Pas uniquement parce qu'il faut respecter l'accord Union européenne-Turquie sur les migrants. Cet accord est important. On en est prisonnier. Non, on n'en est pas prisonnier. La Turquie... Il sait très bien que si on bouge, il ouvre les portes. Il ne retient plus les migrants. La majorité le flux massif. La majorité des Syriens réfugiés resteront en Turquie, en tout état de cause, comme ils sont au Liban, qui sont aussi en Jordanie. Et pour ces pays, c'est une charge considérable. Et le camp que j'ai visité, c'est un camp très bien géré, très bien tenu. Enfin, il y a d'énormes problèmes. Quand l'Union européenne aide la Turquie pour financer notamment cet énorme effort, je trouve ça juste. Après, moi, quand je suis allé en Turquie, j'ai perçu quelque chose très important qu'il faut comprendre, c'est que la tentative de putsch, qui a été très violente, a créé un traumatisme dans ce pays. Et je crois qu'il faut le comprendre. Et c'est un pays qui est également victime du terrorisme, de Daesh et du PKK, que nous assimilons clairement. Mais par contre, je l'ai dit dès le début, solidarité avec la Turquie qui était menacée d'un putsch militaire, parce que certains étaient indifférents, mais un putsch militaire qui met en cause un pouvoir qui a été élu, ça devrait choquer tout le monde. Je suis allé au Parlement où j'ai vu les bombes, les résultats de ce qui s'était passé. C'était le Parlement qui était visé. Après, j'ai dit en même temps que ça ne justifie pas n'importe quoi. Et je rappelle que la Turquie... Que fait l'Europe et que fait la France si M. Erdogan rétablit la peine de mort dans son pays? Alors là, ce serait vraiment un cas d'une extrême gravité. Donc je l'ai dit aussi. Donc vous essayez de le dissuader de prendre cette mesure. Tous les Européens le répètent. Mais pourquoi d'abord cette question se pose, Jean-Pierre Elkabbach? On oublie une chose, c'est qu'il y a le Conseil de l'Europe. Et ce n'est pas l'Union européenne, c'est le Conseil de l'Europe, dont fait partie la Turquie. Et donc la Turquie, en faisant partie du Conseil de l'Europe, a renoncé à la peine de mort. Donc ce qui voudrait dire que si elle rétablissait la peine de mort, elle sortirait du Conseil de l'Europe. Et alors, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la Turquie n'a pas à se lancer pour ses propres intérêts, au-delà de la condamnation morale que cela provoquerait à juste titre, n'a pas à se lancer dans une politique qui l'isolerait et qui la condamnerait. Voilà pour la Donc Turquie. il y a l'intérêt, c'est pas l'intérêt de la Turquie. Donc parler avec la Turquie, et par rapport à votre question sur les négociations, c'était un autre sujet entre l'Union européenne et la Turquie. Ces négociations sont loin d'être finies. Non, je vais vous dire pourquoi c'est important. Sur un certain nombre de chapitres, on négocie avec la Turquie. Et beaucoup de Turcs démocrates nous supplient, nous, Européens, et notamment français, de ne pas interrompre le dialogue avec la Turquie parce que c'est une manière de pousser la Turquie à inscrire dans son droit des règles qui sont aussi les nôtres et que ça permet aussi à la société turque la plus moderne, la plus ouverte, de se sentir soutenue. Donc ce n'est pas si simple. Mais en même temps, soyons clairs, les atteintes à la liberté de la presse, les arrestations, je dirais, arbitraires et sans la garantie de jugement équitable, ça, nous ne pouvons que le condamner. Question de Michael Darmon. Et quant aux journalistes français, je peux vous dire, on continue de suivre très Michael Darmon vous a entendu le dire. Et j'espère pouvoir l'accueillir très vite. Absolument. Les candidats à la primaire de la droite sont tous persuadés que de cette primaire sortira le prochain président de la République. La campagne présidentielle est réglée? Est-ce que c'est Alain Juppé? Est-ce que c'est Nicolas Sarkozy? Vous êtes extraordinaire. Vous êtes extraordinaire. On pose la question parce que c'est ce qu'il dit. Non, mais vous êtes formidable.
Merci de nous le dire, mais c'est une Non, mais question je veux dire qu'on pourquoi pose. vous êtes formidable. Pourquoi Tout à l'heure, vous étiez en train de me faire toute une théorie sur les élections américaines. Elles étaient jouées avant, On les fait pas de élections théorie. américaines. Faut pas théorie, Qui faut a des joué les questions. élections américaines avant? C'est souvent les médias. Donc c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire. Moi, je vous dis une chose, c'est très clair. L'élection présidentielle n'est pas jouée. Mais est-ce que vous ne sentez qui pas dé- souffler le vent Non, mais ça, à populaire part la claque qui sur les risque médias qui est de causée, balayer la c'est ce qu'ils gauche disent, eux. du- Qu'est-ce du que vous en pouvoir? dites? Bah, ils peuvent Où dire elle ce est qu'ils veulent, moi ça ne Voilà. m'impressionne pas. Hein? Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est le peuple français qui décidera en toute autonomie et en toute responsabilité. Je crois qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que les Français, et les citoyens, d'ailleurs c'est vrai de beaucoup de pays, en ont marre qu'on leur dicte ce qu'il faut faire. Et ils en ont marre aussi que, je dirais, une sorte de politiquement correct, dont parfois vous êtes vous-même les représentants, ou avec les politiques D'accord, aussi. c'est pour nous, les fautifs. Non, les politiques aussi. Ok, Il y a d'accord. tout Michael un Darmon et climat Nicolas général Alors, voilà. de Alors, écoutez, bien-pensance. Ma question non qui fait politiquement qu'à un moment, correcte. on est Question- surpris des Vous voulez résultats. une question non politiquement correcte. Qui doit aujourd'hui rassembler à gauche? François Hollande ou Manuel Je Valls? vous ferai la même réponse. Je vais vous dire Parce que quelque tout le monde chose se pose la pour que question ça à soit gauche, bien vous voyez. clair. Si de cette émission du Grand Rendez-vous, vous m'avez invité, Jean-Pierre et avec Abache, et je vous en remercie, pour pouvoir m'exprimer, le but c'est de sortir la petite phrase hebdomadaire. On veut pas de petite pas du phrase. Ça arrive, On veut une ça grande arrive maintenant orientation. toutes Et les en semaines. grande orientation. Et Est-ce que- j'aurais tendance à dire ça arrive presque tous les jours, la petite phrase. Non, vous avez dit des choses importantes sur Bah, tous les je- sujets, je mais vais vous dire- je vais pardon, vous la dire très présidentielle française simplement- est Est-ce aussi une que la question gauche importante. n'est pas déjà perdante ou perdue? C'est pas une Vous petite avez question, posé ça. une question C'est pas une petite question, sur la c'est une grande primaire à question. droite. Oui. Bon, ben on va Vous bien avez voir répondu. qui viendra bien voir qui sortira du premier tour et du second tour. Donc laissons les électeurs, parce qu'il y en aura, choisir. Non. Mais par contre, il y a une chose que je voudrais redire, c'est que moi je suis fier que ce soit les socialistes qui, en 2011, ont décidé d'organiser des primaires. Et ces primaires, elles ont été un succès populaire au grand étonnement. Mais à Étonnement quoi ça général. sert Oui, oui, ben, Jean-Marc Ben, Ayrault, à quoi ça sert de écoutez, faire une écoutez primaire à Nicolas gauche Barré. À quoi ça sert de faire une primaire à gauche quand on sait que de toute Ah. façon, Mélenchon, Macron, le candidat écologiste vont y aller en On dehors de la verra, primaire? on Quelle est la verra, justification? On verra. Une élection se joue pendant on les l'élection Oui, mais à quoi et ça parfois à quelques jours, voire quelques heures de élection. Donc, j'ai pas besoin de me Est-ce lancer que- dans des est-ce théories que- de ce genre. euh, Je reviens sur votre question. C'est la primaire socialiste qui désignera qui sera le candidat socialiste. Laissons-la faire. Est-ce Donc, que il faut François qu'elle Hollande ait lieu. participe Vous me demandez des consignes Il faut qu'elle ait Je lieu. donnerai Non, aucune aucune consigne. consigne. C'est fini ce Analyse. temps-là. Pas du C'est tout. une autre époque. Est-ce que François Donc Hollande nous doit avons participer inventé les primaires et maintenant on est imité par la droite, très bien, et vous voyez que c'est intéressant. C'est intéressant d'assister au débat. Bon, mais Même moi, ça absolument. m'intéresse. Question Très bien. Alors que légitime j'espère et pas politique. que ce soit quelqu'un de droite qui gouverne la France. Non, Eh bien, on verra quand les primaires démarreront quel sera le Est-ce débat. que malgré- Et j'espère que ça sera un débat Est-ce de que- Elles ont qualité encore une utilité. au niveau. Et- Attendez, Ces primaires, attendez, Est-ce attendez. qu'elles sont encore utiles? Mais Est-ce que bien les sûr filles qu'elles n'ont sont pas- utiles. Vous voulez Bien pas sûr nous- qu'elles sont nous utiles. répondre. Non seulement Est-ce parce que, que malgré les critiques et son impopularité, est-ce que François Hollande peut y aller? Mais vous Encore. savez très bien qu'il a annoncé et l'a redit qu'il prendrait sa décision au mois de décembre et qu'il l'annoncerait à ce moment-là. Est-ce qu'on ne peut pas un peu le respecter? C'est Ouais, mais c'est ça, un faut dire minimum. Votre camp. Donc, Il y a tellement de c'est quand même candidats un- dans le camp et même Regardez, dans le Emmanuel gouvernement Macron, qu'on peut lui il en ne va pas demander. respecter. Dans les quelques jours, il va primaires, être les candidat. primaires à gauche, vous verrez, ce sera intéressant. Comme Ça, on n'en doute pas. tout le monde se moquait des primaires Il à n'y a droite. presque personne dans les primaires. Tout le monde se Ah. moquait des primaires à droite et vous voyez que c'est intéressant. Hein, vous, Non, ça n'a jamais moqué. On a vous- toujours pensé que ce serait oui, très enfin, important. bon, maintenant, Peu vous voyez importe. que même il y a du suspense. Donc, ce qui veut dire que tout le monde disait Ma qu'il y der- avait, la tout, le monde dernière donnait, question. tout le monde donnait déjà le La résultat des dernière primaires de question, est-ce droite. que vous pouvez Concernant les répondre à ce que primaires disait tout à socialistes, l'heure, Michael J'espère Darmon. Michael qu'elles Darmon. seront d'un bon niveau. Pourquoi il faut qu'elles soient d'un bon niveau? Parce que les Français en ont marre des petits jeux politiques, des petites phrases, etc. C'est pour ça que je ne veux absolument pas rentrer dedans. Par contre, ce qu'ils veulent, c'est comprendre, avoir les règles du jeu, savoir ce qui Très s'est bien. passé pendant 5 ans, mais savoir aussi Qui ce qu'on peut faire expliquer ce qui s'est pour passé l'avenir. pendant 5 ans dans cette Eh primaire. bien, Alors, laissons le débat se faire. Moi, Vous je n'avez pas respecte. répondu à la question de Michael Darmon. Qui peut mieux redresser la France ou rassembler la gauche? Manuel Valls ou François Hollande? C'est extraordinaire comme question. Je viens de vous répondre. Je vous ai dit que les primaires seront l'occasion d'un excellent débat. Et vous Voilà, verrez avec qui? vous verrez que la participation, qui sera nombreuse, fera le choix. Et les Français verront quel est leur intérêt. L'intérêt supérieur du pays est le Et leur. quel est leur intérêt? Et donc, je suis convaincu Quel est que l'intérêt? eh ben, c'est-à-dire de renforcer notre pays, qu'il puisse continuer Par à qui? jouer son rôle sur la scène Par qui, la internationale. gauche, la Vous droite? voyez que c'est important par rapport à tous les sujets que nous avons évoqués. La gauche ou la droite? Et puis, parce que je pense que la gauche peut porter un message qui n'est pas seulement un message économiste,
et en tout cas pas ultralibéral comme je l'entends ici ou là. La demande est plutôt de plus de solidarité et de protection, mais à la fois d'être capable de renforcer la cohésion sociale du pays, mais surtout de préparer l'avenir, en particulier pour la jeunesse. Et pour répondre à ces questions, et ça sera, j'espère, le débat des primaires, il faut absolument aller le plus loin possible sur ce qu'on peut proposer pour la France, mais situer aussi nos réponses dans un cadre européen, voilà, en mettant du contenu, de l'espoir et de la confiance. Aux hommages qui sont prévus. Merci. On a entendu un Jean-Marc Ayrault passionné par ce qu'il fait aux affaires étrangères et en même temps extrêmement confiant et optimiste. On verra si vous avez raison ou pas. Il faut arrêter la politique. Merci d'être venu. 10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Les Échos et iTélé.